Donc, votre attention à tous. La prochaine présentation va commencer. Je vous invite à venir vous asseoir dans les gradins. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Marie-Pierre Letourneau, professeure à l'Université Laval dans la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Elle va nous parler un petit peu de volailles et de comment, justement, les insectes peuvent être utilisés dans l'alimentation des poules urbaines. Donc, merci beaucoup, Marie-Pierre. Je te laisse la parole. Merci. Donc, bonjour à tous. Comme Jennifer l'a dit, je suis professeure au département des sciences animales de l'Université Laval et je suis titulaire d'une chaire de recherche sur la production de protéines animales durables. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler pas mal de la production de poules pondeuses pour bien comprendre les enjeux, puis ensuite l'aspect de l'alimentation et des insectes. Sachant que les insectes, c'est assez nouveau au niveau des poules pondeuses, donc il y a quelques résultats. Donc, je vais vous montrer un peu les premiers résultats, puis ce qui serait à faire. Donc, la productivité et l'efficacité des productions animales ont augmenté significativement au cours des 50 dernières années avec des réductions importantes de l'utilisation des ressources et de l'émission des gaz à effet de serre parce qu'on est devenu de plus en plus efficace. Par contre, l'industrie mondiale des protéines animales est confrontée à un défi sans précédent dû à la demande alimentaire qui est en augmentation. Pour répondre à la future demande, il faut continuer à faire des gains, tant en termes de génétique, de nutrition, de pratiques d'élevage, d'adoption de nouvelles technologies. Si on se réfère aux productions de volailles, donc c'est une protéine qui est très prisée. Donc, on a vu la production d'aliments pour pondeuses et poulets de chair qui a augmenté de 4 et 3 en 2019 seulement. La production d'œufs au niveau mondial qui est passée de 15 millions à 87 millions de 1961 à 2017. On est aussi à la recherche de sources alternatives de nutriments pour alimenter les animaux d'élevage, c'est-à-dire des sources qui n'entrent pas en compétition avec l'alimentation humaine, qui sont nos sources principales en ce moment, telles que le maïs et le soya. Les insectes semblent être une des alternatives prometteuses pour remplacer les protéines, notamment de soya et de poisson, qui ont été les plus travaillées. Mais pour être capable d'utiliser ces nutriments alternatifs, ça demande des études poussées en ce qui concerne les effets sur les performances des animaux, la digestibilité des nutriments, mais aussi la qualité des produits, parce que c'est toutes des composantes qui sont très importantes pour tous les acteurs de la filière, que ce soit les producteurs d'aliments pour animaux, les éleveurs et les consommateurs. Donc, quelques chiffres sur la production d'œufs. Donc, l'origine de la domestication de la poule, ce serait entre 6000 et 2500 ans avant Jésus-Christ. Il y aurait eu deux différentes domestications, une plutôt pour des fins religieuses, puis une pour des fins pour les combats de coqs. Donc, l'alimentation était vraiment accessoire lors de la domestication. Aujourd'hui, les poules produisent plus de 300 œufs, donc on était à 318 œufs en moyenne en 2020 au Québec, en comparaison à 150 dans les années 60. On estime que la production va continuer à augmenter, notamment parce que en ce moment, on élève les poules jusqu'à 70 semaines d'âge et on veut prolonger les cycles. Donc, on s'attend à ce que la production augmente d'ici 2050. Donc, ici, quelques chiffres juste pour vous montrer l'importance de l'augmentation de la production due à l'augmentation de la demande pour l'œuf, notamment. Donc, une augmentation de 24 en 10 ans, donc de la production d'œufs. Ici, c'est des chiffres canadiens, donc on assiste à la même augmentation très importante. Il y a une augmentation de la demande pour cette protéine-là. Ici, juste quelques chiffres des pays producteurs, donc la Chine, l'Union européenne et les États-Unis qui sont les principaux. Au niveau de la consommation, c'est bien différent. Donc, c'est des chiffres qui datent un peu, mais la hiérarchie est pas mal la même avec toujours le Mexique et le Japon qui sont les principaux consommateurs d'œufs. Pourquoi l'œuf? Pourquoi la popularité? Donc, l'œuf est riche en protéines de qualité. Il y a un profil très favorable en acides aminés. Donc, les acides aminés, c'est les composants des protéines. Donc, on veut un profil assez précis pour, par exemple, pour le muscle, pour l'œuf. On a tout notre profil. Vous allez voir, je vais en reparler un peu plus loin. C'est aussi une source de vitamines et de minéraux. C'est un aliment qui est très concentré en nutriments puis qui est facilement digestible. Donc, pour la nutrition humaine,
c'est très bien. Puis, on peut aussi modifier sa composition. Donc, on peut l'enrichir en différentes vitamines, en acides gras. Donc, c'est aussi un autre avantage. Donc, ici, j'ai mis un petit peu les différentes étapes. Donc, la poule, elle va produire un œuf par jour. Donc, sur 24 heures, il va se passer plusieurs étapes très importantes qu'on va revoir un petit peu plus loin. Donc, les étapes clés de la production d'œufs de consommation. Donc, on a une première étape qui est très importante. Donc, on a nos éleveurs qui vont élever ce qu'on appelle la poulette, donc jusqu'à 18 semaines. Donc, ça, c'est une étape très importante, le démarrage des animaux, la qualité des poulettes au début de la ponte. Ensuite, des caractéristiques dans lesquelles je n'entrerai pas, mais la température, la ventilation, la lumière, c'est vraiment un élément clé pour la ponte. Et l'alimentation. Donc, aujourd'hui, je vais focuser un petit peu plus sur l'aspect alimentation. Donc, ici, c'est un exemple d'une poule qu'on aime bien utiliser pour montrer l'ampleur de ses besoins nutritionnels. Donc, on peut voir ici une poule qui a été en production 630 jours. Elle a produit 478 œufs sur 486 jours. Et ça a fait une exportation d'1 kg de calcium, 3,5 de protéines, 3 de gras et 190 mégajoules d'énergie nette. Donc, ça, c'est vraiment considérable. Donc, on peut voir ici les nutriments principaux qui sont le calcium, la protéine et le gras. La poule va aussi avoir un turnover très important de ses réserves calciques et protéiques. Donc, on peut voir sa capacité de production. Un autre élément très important pour ceux qui travaillent dans la poule, vous savez à quel point le calcium, c'est important. Donc, pourquoi? Parce que la poule, elle va exporter jusqu'à 2 grammes par jour de calcium pour former la coquille de son œuf. Une particularité, c'est que la coquille, elle va venir se former pendant la nuit. Donc, on a vraiment un dépôt pendant la nuit, alors que la poule, elle mange plutôt le jour. Donc, on a vraiment un décalage entre le calcium qu'elle va ingérer puis ses besoins les plus importants. Donc, ce qui va se passer, c'est que si elle a un manque de calcium, elle va aller puiser dans ses os. Ça, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas. Mais la poule, elle met en jeu quand même plusieurs mécanismes qui sont très impressionnants. Donc, elle va avoir un appétit calcique spécifique. Donc, si vous donnez une source de calcium à votre poule, elle va être capable d'aller chercher le calcium qu'elle a besoin. Elle va aussi adapter son absorption. Donc, quand la nuit, elle va être plus efficace à absorber le calcium. Ici, on peut voir un exemple d'une étude qui a été faite. Ici, c'est le carbonate de calcium qui est la source principale. Donc, on peut voir une poule qui n'avait pas d'œuf en formation versus une poule qui a un œuf en formation. Donc, son appétit calcique est vraiment très impressionnant. Néanmoins, pour s'assurer que ça fonctionne bien, on a une stratégie qui est très utilisée, qui est de donner des particules grossières de calcium. Donc, ces particules-là, ils vont se solubiliser plus tranquillement que les particules fines. On veut aussi des particules fines qui vont être absorbables directement. Donc, on a cette stratégie-là qui est très importante en poule pondeuse qui permet de répondre à la demande très forte en calcium. Donc, comme vous l'avez vu, l'animal il exporte énormément de nutriments pour la production d'œufs. C'est ce qu'on appelle ses besoins en nutrition. Donc, les besoins se divisent en deux étapes, en deux parties. Donc, l'entretien, qui est le métabolisme de base, être capable de contrer les variations de température, l'activité physique de base, et notre besoin de production. Donc, ici, pour notre production d'œufs. Donc, ici, c'est juste un exemple donc, des tables de besoins qui sont étudiées puis qui sont disponibles pour chacune des lignées qu'on va utiliser. Donc, la protéine, tous nos acides aminés, l'énergie. Donc, on sait très bien qu'est-ce qu'on doit donner. Il y a encore de la recherche qui se fait avec l'évolution, mais on connaît bien les besoins de nos animaux. Il y a une bonne partie de la recherche qui est faite en ce sens. Pour répondre à ces besoins-là, nos aliments, ils sont assez simples, donc ils se composent en général de céréales. Oups, pardon. Je suis capable d'en revenir. Oui. De céréales, de tourteaux de soya, donc qui est un résidu de la production d'huile de soya, qui est notre principale source de protéines,
la pierre à chaud qui est notre calcium, qui peut être sous forme fine ou particulière, des particules plus grossières. On va avoir souvent aussi des farines animales qui nous amènent du phosphore, du calcium, de la protéine, et tout ce qui est nos minéraux et vitamines. Donc, c'est une formule assez simple. Donc, si on réfléchit aux insectes, donc dans ce concept-là de besoin de production et de nutrition pour la production d'œufs, donc les insectes sont une source élevée, notamment de protéines et de lipides. Donc, l'idée, ce serait de les utiliser pour remplacer une partie de notre tourteau de soya, par exemple. Donc, pour faire ça, il faut aller caractériser la valeur nutritionnelle de nos insectes. Donc, comment on fait ça? Donc, la caractérisation, elle se fait en deux principales étapes, puis il y a une troisième qui est essentielle également. Donc, une caractérisation chimique qu'on peut faire en laboratoire. On va évaluer c'est quoi notre teneur en protéines, en acides aminés qui composent la protéine, en énergie, en fibres. Donc, ça, on est capable de faire ça facilement. Ensuite, il faut aller voir qu'est-ce que la poule elle va vraiment utiliser, parce que ce qu'on va lui donner, ce n'est pas certain qu'elle va tout l'absorber, puis c'est vraiment ça qu'on veut savoir. Donc, pour faire ça, en gros, on sait qu'est-ce que la poule a mangé, on évalue qu'est-ce qu'elle a excrété, puis ce qui manque, c'est ce qu'elle a utilisé. Et ensuite, on regarde aussi le prix d'intérêt. Donc, à quel prix ces ingrédients-là vont rentrer dans notre formule alimentaire. Donc ici, je vais vous parler de quelques études chez la poule. Donc, il y a très peu de choses qui ont été faites chez la poule domestique. Il n'y a pratiquement rien. Chez la poule en production, il y a quelques études. Donc, il y a des études plutôt nutritionnelles qui ont visé justement à évaluer, comme je vous disais, combien de farine d'insectes on peut mettre. Donc ici, 20 % ça permet d'obtenir des performances similaires aux témoins. Puis, ils ont évalué qu'il fallait que ce soit 40 % moins cher que le concentré pour être intéressant. Il y a plusieurs études qui se sont attardées justement aux acides aminés, puis qui voient que notamment l'arginine est un peu déficitaire, mais de l'arginine, on peut en ajouter dans nos aliments. Fait que, sachant ça, on est capable de combler le besoin. Ensuite, il y a eu des études, ça aussi, ça fait un petit peu partie de la caractérisation. Un élément important, c'est l'appétence puis l'acceptation. Il faut que les animaux acceptent de le manger. Donc, ici, une étude intéressante où donc, il y avait des poules qui étaient alimentées à de l'ibitum à l'intérieur, puis sur le parcours à l'extérieur, il y avait des larves. Donc, ce qu'ils ont vu, c'est que les poules mangeaient bel et bien les larves à des quantités très intéressantes. Il n'y avait pas de différence en termes de performance. Ils ont vu une dégradation de la qualité de l'œuf. Donc, ce qu'ils ont conclu, bon, il y a un bon niveau d'acceptation, il n'y a pas de doute, il allait bien consommer. Puis, c'est au niveau de la formulation des aliments. Donc, il faudrait voir un peu qu'est-ce qui leur a manqué pour la qualité de l'œuf. Mais l'appétence et l'acceptation étaient un point qui semble bien validé dans la littérature. Ensuite, il y a quelques études sur la santé, donc les effets notamment reliés à la chitine, qui va être une protéine qui est un peu à la surface de l'insecte. Donc, il y aurait des propriétés antimicrobiennes, antibactériennes. Donc, il y a quelques résultats qui montrent un peu qu'il y a des profils, notamment du microbiote intestinal, ça pourrait favoriser les bonnes bactéries. Donc, c'est vraiment, au début, il y a quelques études. Il y a des études chez d'autres espèces, mais chez la poule, il n'y en a que quelques-unes. Donc, si on regarde un peu la comparaison de nos farines d'insectes, donc celles qui sont disponibles, donc les larves séchées sur lesquelles on a des données. Donc, on peut voir versus nos matières premières que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, les insectes sont une très bonne source de protéines. Donc, on voit bien qu'ils sont à la hauteur de nos farines animales, de notre tourteau de soya. Très riches en lipides. Donc, nos autres ingrédients n'ont pas cette richesse-là avec la protéine. Au niveau de la source de calcium, bon, chez la poule, c'est un animal particulier. On donne 10 fois plus de calcium chez une poule que chez un poulet. Donc, définitivement, les insectes, il faut continuer à donner notre calcium. Ce n'est pas une source de calcium pour la poule, mais c'est très intéressant en termes de protéines et de lipides. Donc, comme je vous disais, il y a certains auteurs qui se sont attardés à des points qui sont clés. Donc, aller voir les différents acides aminés en fonction des différents types de farines d'insectes, toujours en comparaison avec nos autres sources de protéines. Donc, ça, c'est des travaux qui débutent. Donc, ici, c'était chez la poule, c'est à peu près la seule étude.
Ici, je vais vous donner un exemple de ce qu'on n'a pas fait chez la poule pour l'instant, mais ce qui a été fait chez le poulet, puis ce qui serait à faire éventuellement. Donc, on a fait une étude à l'Université Laval, donc avec l'équipe de Marie-Hélène et Grant. Donc, ce qu'on a fait, donc on a produit, il y a eu des farines d'insectes qui ont été produites de 2 types de procédés, puis on les a vraiment évalués pour aller voir c'est quoi l'énergie métabolisable de nos 2 farines d'insectes comparativement encore à notre maïs et notre tourteau de soya. Donc, on voit un intérêt marqué, donc une énergie métabolisable qui est très élevée dans les farines d'insectes. Puis, si on va voir au niveau de la protéine, bien, il se retrouvait intermédiaire entre notre maïs et notre tourteau de soya. Donc, avec ces données-là, c'est des données essentielles pour être capable de formuler si on veut vraiment remplacer un ingrédient dans notre formule, ce qui est un peu l'objectif avec nos poules pondeuses commerciales. Donc, en gros, les insectes représentent une source intéressante de protéines et de lipides. Il y a une bonne acceptation des poules. Il est important de faire la caractérisation, puis ça doit se faire pour chaque type de farine d'insectes selon le régime qu'elle va avoir reçu, l'âge. Donc, ça, c'est à faire une bonne caractérisation qui va nous permettre ensuite de passer les étapes de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc, mais c'est très prometteur malgré qu'on est au début pour la poule pondeuse. Donc, je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions, est-ce qu'il y a des questions? Oui. La question est autour de ce qu'on a besoin pour l'homologation à l'Agence d'inspection des aliments. Je pense qu'il y a un cahier des charges qui est assez défini, donc il y a des études tant de... Bon, c'est sûr que tout ce qui est innocuité, ça c'est à démontrer ce côté-là. Tout ce qui est... Aussitôt qu'il y a une petite partie ici, on n'est pas dans le cas des OGM, mais il y a un aspect qui est plutôt santé, sécurité et innocuité. Puis après, au niveau de l'animal, il y a l'aspect de toxicité qui est toujours demandé. Donc, d'être capable, si tu en donnes beaucoup, est-ce que c'est toxique? Toxique, c'est pas diminuer les performances, c'est vraiment avoir un impact sur la santé. En gros, c'est ça, plus quelques étapes qui montrent qu'un remplacement, c'est positif. Fait que c'est surtout ça à ce que je connais, là, mais en termes de délai, je pense que ça peut être assez long, mais ça dépend des types de produits. Fait que moi, j'ai plus d'expérience du côté acide aminé, où c'est les étapes liées à la fermentation de départ, où il faut qu'ils démontrent partout dans la chaîne qu'il y a l'innocuité. Puis, mais je pense que le potentiel est quand même là, mais l'agence est très spécifique sur un produit donné. Puis l'agence, elle n'autorise que ce qui est demandé. Fait qu'on a certains acides aminés de certaines compagnies qui sont un petit peu différents, par exemple, qui ne sont pas autorisés parce qu'ils n'en ont pas fait la demande. Donc, l'arginine d'un, on ne peut pas l'utiliser, mais l'arginine de l'autre, on peut l'utiliser. Fait que c'est à ce niveau-là de complexité. Fait que je pense que ça vaut la peine d'interroger les gens qui ont... Puis d'ailleurs, il y a un professeur à la faculté de médecine vétérinaire qui a travaillé là longtemps. Fait que je pense que c'est important peut-être de les contacter dans le processus parce que c'est un petit peu une boîte noire. Là. Moi, je l'ai fait pour des autorisations, puis tu envoies tout, puis 3 mois après, tu sais qu'il manque un petit morceau que si tu l'avais su, tu... Ouais. Ouais, fait que c'est... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Merci. Merci beaucoup, Marie-Pierre, pour la vraiment très intéressante présentation. Puis, je vous invite à revenir pour la prochaine présentation qui va avoir lieu dans 17 minutes. Entre-temps, Marie-Pierre va être ici là, pendant quelques minutes. Si jamais vous avez des questions, vous voulez contacter, lui parler directement. Merci.